Il a raison. J'ai presque envie d'ajouter, avant que de te remettre la parole de nouveau, il a évoqué quelque chose de fondamental. Si on avait ces sortes, moi j'appelle ça des lobbies, mais qu'on le fasse par exemple, hein, c'est une suggestion, par structure. On a un lobby des médecins, on a un lobby des mécaniciens, on a un lobby des étudiants, on a un lobby des infirmiers, etc. Des grands groupes, hein, pas des petits groupes, des grands groupes où on a des grandes associations comme ça, et encore après une grande fédération de toutes ces personnes. Et quand on a un problème dans un domaine, qu'on réagisse. Et qu'on réagisse vraiment avec un comité qui s'assoit pour regarder la situation et qu'on porte le problème. Si on a ces lobbies qui travaillent, qui sont reconnus pour leur sérieux, on sera écouté. Et donc, s'il y a un problème dans la communauté ou bien chez l'une des personnes, même si elle n'est pas membre de ces associations ou de ces fédérations, qu'elle puisse venir trouver un soutien auprès de ces fédérations qui seraient alors aptes à peut-être mettre sur pied un comité qui analyse la situation et qui dit ça, c'est pas juste. Il faut vraiment réagir. On peut aussi avoir des avocats, toutes sortes de juristes. On a plein de gens ici qui sont hyper qualifiés, qui sont. Enfin, mais on n'a pas ce lien-là. On n'arrive pas à fédérer tout à fait, quelque chose de concret, quelque chose de solide. Un lobby, il y a des communautés ici, je ne veux pas en parler. Mais si vous en touchez un, vous allez avoir à expliquer. Hein? Mais sinon. À quand arrivera-t-on à ça? Moi, je me pose la question parce que, comme vous avez pu le constater dans ce texte, voilà, ça me parle aussi énormément parce que j'ai bien vu aussi des personnes autour de moi qui ont vécu des choses assez difficiles. Moi-même, j'ai perdu mon travail dans des conditions qui ne sont pas très agréables. Mais oui, et c'est ce qu'on se dit, il faut se relever, il faut se battre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un moment pour tout, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début du texte, c'est que même si vous avez de la souffrance, vous avez le droit de passer dans cette étape-là, mais on ne doit pas y rester. Et on doit justement rebondir sur ce que vous dites, avec nos témoignages, avec notre bagage, de faire en sorte qu'on puisse de notre... de ce qu'on a vécu, en faire quelque chose. Mais parlons, discutons, mettons en place quelque chose. Et je suis vraiment très contente de vous entendre et de voir que ça vous parle, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'on a tendance à dire, ben voilà, nous les femmes on est plus sensibles. Non, c'est un problème plus général et ça touche notre communauté et je pense qu'il est vraiment important de mettre des mots là-dessus. Absolument. Alors on va mettre une courte musique pour un peu se détendre, on va laisser les mouchoirs et on va un peu réfléchir à tout ça et en musique. Alors, très chers auditeurs et auditrices, voilà, nous reprenons avec les mots dans notre communauté. Et je remercie vos deux interventions, hein, Yves et Dr Ndé. Je vais reprendre une phrase du texte. Il faut se taire et surtout ne rien dire ou encore faire semblant que tout va bien. Mieux encore, inventer des histoires de sorcellerie et parfois même se réfugier dans la religion, car Dieu sauvera tout le monde. Mes très chers auditeurs et auditrices, avez-vous pris le temps de vous regarder dans un miroir? N'avez-vous jamais craqué? Soyons objectifs et relatons les faits. Donc voilà, très chers auditeurs, j'aimerais savoir qui a déjà craqué ici pour nous parler un petit peu de la manière dont il a pu rebondir et surtout s'il a senti qu'il craquait et qu'il avait le droit de craquer. Ben moi, j'ai déjà craqué. Hein. Ça, je n'ai pas honte de le dire, on est des humains. Quand je dis craquer, c'est que effectivement. Ah, nous avons un appel, excusez-moi, docteur Ndé. Oui? Ah, ça va passer? Nous avons une question? Une intervention? Donc, je vous en prie, vous pouvez continuer. Et donc, je vivais tout ce dont je vous ai parlé hein, dans une boîte à l'époque où j'avais un responsable qui rentrait dans la salle, qui me disait il faut de la lumière ici, ou bien qui me disait de temps en temps tu fais ombre devant tout le monde et qui ne réagissait pas, ou alors qui me faisait des propos un peu bizarres comme ça. Ah, je vais juste vous couper. Allô, oui, bonjour monsieur, dites-nous. Bonjour. Bonjour. Oui. Il me semble que nous n'avons pas une nation de nous défendre. Nous ne sommes pas, nous courons en ordre dispersé. Je vais par exemple oublier le nom. Sachez que quand on demande l'asile ici, nous sommes souvent refoulés.
foulée, nous avons même eu une dame qui a été tuée par la police. C'est bien d'amour. Oui, avec un beau coussin. Même nous informer sur une télévision où on donne des informations africaines. Il faut rester attendre jusqu'à 1 heure du matin. Je sais pas, je ne dorme pas. Ah mais oui. On passerait les informations 11 heures où tout le monde peut nous suivre. Et vous débattez d'un sujet très très important. Le docteur il soigne. C'est rarement que vous soignez les noirs, les hôpitaux sont pour eux. Les Congolais, c'est vous. Ce sont nos infirmières. Eux, ils dorment. Un jour, quand est-ce que nous allons un jour nous révolter aussi? Si tu dois rebondir, ne parle pas. Les filles peuvent venir. Vraiment, le débat est très bien. Je me semblerait que vous Comme toi, tu devez n'es devons pas. commencer d'abord à nous réunir ou à faire de grève tout simplement. De grève, une grève parce que nous sommes noirs. Et vous verrez que quand les médecins commenceront, aux urgences, n'allez pas. On va soigner personne. Bon, il y a aussi les serments d'Hippocrate. On vous arrêtera. Mais peut-être les syndicats vous défendront. Commençons par nous organiser. Nos enfants, allez voir à Matongui. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils sont? C'est comme leur prison aux États-Unis. Ce sont des noirs. Les écoles professionnelles, c'est nous autres. Et nous n'avons rien pour nous défendre. Mais comment vous avez fait pour rebondir? Excusez-moi, j'ai la question. Comment vous faites pour rebondir? Ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Je voulais savoir comment vous avez fait pour rebondir, parce que vous nous avez exposé plusieurs points qui sont malheureusement encore bien présents dans notre communauté. Vous avez parlé de nos enfants, vous avez parlé de vous-même, des difficultés qu'on peut éprouver. Vous avez eu des enfants. Comment vous avez fait pour rester vivre ici? Quelle éducation vous leur avez donnée? Est-ce que vous leur avez dit qu'ils devaient se battre et se dépêcher d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée sans se plaindre? Ou bien vous avez trouvé des mots pour pouvoir les rassurer? Je ne me plains pas. Je fais un tableau de ce que vous avez présenté dans votre débat. Je vous rejoins et je m'interroge. Jusqu'à quand? C'est une bonne interrogation et j'apprécie votre intervention. Pardon? Non, je dis c'est une bonne interrogation et j'apprécie votre intervention. Donc, nous allons reprendre la parole. Nos invités sont arrivés et je vous invite à suivre la suite du débat. Ça vous va? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre appel. Ok, au revoir. Au revoir. Oui, j'aimerais dire tout simplement à l'intervenant que déjà, le fait de téléphoner, c'est qu'il commence déjà à mener la réflexion. Donc la réflexion, elle se mène. Maintenant, il faut porter ça à un certain niveau. Le travail de prévente ASBL, c'est la réflexion qui est menée. À un moment donné, prévente doit devenir une espèce de mammouth. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et en ce moment, on pourra créer le rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force n'est pas là. C'est pour cela qu'on est ballotté de gauche à droite. Ben écoutez, merci à toi Yves, merci à nos invités qui sont finalement arrivés, merci les embouteillages à Bruxelles, comme d'habitude, même le dimanche. Donc je vais vous représenter, donc j'ai Madame Lutamba Ndoyi Amina, présidente et fondatrice de l'ASBL Les Parents Soulagés et l'ONG Femmes Noires, Femmes Africaines, et Madame Nadine Hagen, fondatrice d'Espoir Leadership au féminin, Femmes Leaders Africaines. Donc le débat, on parlait justement des mots dans notre société, mais pas des mots comme on peut l'entendre. On parlait de précarité, de maladie, de classe sociale, d'argent, de travail, d'isolement et de comment parler de tous ces mots, de ces difficultés. Donc vous avez deux associations où vous parlez de femmes, de leurs difficultés, qui sont des associations qui se font en Belgique ou bien à l'extérieur. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en avant la souffrance de ces femmes et surtout quels sont leurs modèles et
comment vous arrivez à leur redonner cette confiance en elles? Voilà, beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vous laisser la parole et vous laisser parler. Merci, je suis Nadine Hagen et je vis en Angleterre depuis 23 ans. J'ai travaillé toute ma vie dans le social parce que je suis une immigrée. Très vite, je me suis rendu compte que je pouvais parler, que je pouvais aider des personnes à interpréter. Parce que je parlais un peu anglais quand je suis arrivée en Angleterre. Et j'ai eu l'aide de ma prof, la première femme qui m'a enseigné l'anglais et qui a pu me diriger comme ça, qui a pu me dire, ben, écoute, tu peux aller au collège, tu peux étudier ceci, tu peux étudier cela. Le problème que nous avons en tant qu'immigrés, c'est que nous n'avons pas de référence, nous n'avons pas une communauté puissante. Je parle beaucoup de la communauté d'identité, la communauté géographique, la communauté d'intérêt et la communauté de foi. Je parle aussi beaucoup d'un capital social. Notre capital social est faible. Lorsque nous arrivons en immigration, nous trouvons des personnes qui ont fait du nettoyage. Il y a vraiment pas des gens en fait, pour nous montrer. Tout à fait ce que vous disiez, donc Dr Ndé et Yves, qu'on a vraiment besoin absolument d'avoir une cohésion dans notre Mais avant ça, nous avons personnellement besoin d'objectifs. C'est-à-dire que l'immigration ne crée pas d'objectifs dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire que partir d'Afrique pour l'Europe risque d'être un déplacement géographique. Or, il faut qu'un être humain ait un objectif où qu'il soit. Et je le dis, je ne mens jamais quand je dis je n'avais pas d'objectif. Ce que je voulais faire, c'était de venir en Europe. Il m'a pris 10 ans pour développer un objectif. Et je développe un objectif, pourquoi? Parce que mon fils est né avec une maladie congénitale de l'intestin. Et pendant longtemps, j'ai pris soin de mon fils. Et j'ai eu de la chance de rencontrer, quand j'étais à l'hôpital, les femmes, des Jamaïcaines, des Anglaises. Elles me disaient ce qu'elles faisaient. Du coup, je me suis rendu compte que l'environnement conditionnait quelqu'un. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement où les gens ne font rien, vous devenez ce que l'environnement est. Du coup, lorsque j'ai décidé de prendre des formations pour en savoir un peu plus sur la maladie de mon fils, et aussi il fallait que je sache que je suis le premier avocat de mon fils, que comme il est petit, personne ne peut parler pour lui. Donc j'étais obligée de me former pour parler pour lui. Or, nous, dans nos communautés, nous voulons être en Europe, nous voulons avoir un passeport, nous voulons avoir toutes ces choses-là, mais nous ne voulons pas l'intégration. Nous ne voulons pas payer le prix du citoyen. Alors, il nous manque l'engagement citoyen parce que nous ne sommes pas engagés dans nos pays. Donc, du coup, nous nous déplaçons simplement géographiquement. Nos comportements en Afrique, nous les ramenons ici. Tout ce que nous voulons, c'est de gagner de l'argent, d'avoir un passeport, de pouvoir voyager. Et pour vous, est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un objectif alors? Non, ce n'est pas un objectif. Il est vraiment réduit. Il est réduit parce que vous restez dans la précarité. Vous n'avez pas d'objectif à devenir quelqu'un. Nous sommes leaders de nos vies. Et lorsqu'on s'assoit et on demande aux autres qui ont développé un leadership, ont développé de l'argent, à nous donner de l'argent. Vous savez, un jour quand je lis Napoléon Hill dit que celui qui prend l'argent de l'État est maudit parce que c'est la sueur du front de quelqu'un que vous prenez. Donc vous êtes maudit quand vous mangez de la sueur du front de quelqu'un. Donc l'Occident maudit quand il prend l'argent de l'Afrique. Bien sûr. Ok. On est d'accord. On est d'accord. Je reviendrai sur l'intégration tout à l'heure. Parce que l'intégration, il y a beaucoup de choses dedans à manger et à boire. Et toi, dis-moi. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Dis-moi un petit peu. Par rapport à mon travail, Oui. par rapport à ma propre vie dont j'ai fait le concept de mon association, les mamans isolées, je me suis rendu compte que dans mon domaine, les femmes devaient s'ouvrir et savoir que oui, comme le dit Nadine, elles doivent être le leadership de leur propre vie avant tout. Et donc, c'est par mon expérience, en écoutant les autres mamans, en étant guidée comme des femmes comme Nadine, que je développais ce concept. Alors aujourd'hui, j'aide des femmes, je fais la promotion des femmes africaines d'abord, parce qu'on est des Africains et qu'on doit être des modèles. À mon petit niveau, j'essaye d'être un modèle. À ce jour, j'ai pu remettre debout une jeune femme qui a été victime d'un cancer, qui était mannequin et qui se développe aujourd'hui, qui est mon ambassadrice et qui est une femme forte aujourd'hui qui peut porter mon message sans que je sois là. J'ai commencé à côté d'elle,
elle se développe toute seule. J'ai une styliste qui est aussi à mes côtés, qui aujourd'hui a ouvert ses portes. Donc, et une autre qui est dans les bijoux, qui fait pareil. Donc, quelque part, c'est quand, pour ma propre expérience, c'est quand vous avez cette bénédiction finalement d'avoir la voix pour pousser des portes vous seul. C'est de pouvoir tirer les autres vers vous et leur donner le chemin. Donc, je suis personne, je ne suis pas Dieu, mais je peux donner la route à toutes les personnes qui en ont besoin. On n'entend pas très bien. Juste faire attention pour les micros, parce que ça fait beaucoup de bruit. Non, vous inquiétez pas. Continuez, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc voilà, donc moi en tout cas, c'est comme ça que je le fais ici en Belgique, je le fais ici, je le fais aussi au Congo, à travers le centre que j'ouvre de prévention et d'accueil de formation pour les jeunes filles victimes de violences sexuelles entre 12 et 19 ans. C'est pour que ces jeunes filles qui, comme moi, sont devenues mamans, moi, selon ma volonté, mais elles, par la force, apprennent à vivre avec ce poids de ces enfants qu'elles ne voulaient pas, mais qu'elles apprennent à aimer cet enfant, qu'elles apprennent à faire développer cet enfant et elles-mêmes développer et s'éduquer et devenir les femmes leaders de demain pour l'Afrique et de montrer à travers la faiblesse, à travers finalement ce petit cocon dans lequel on met les femmes, de montrer que non, la femme c'est pas un carré, la femme c'est 9 côtés. On va dans tous les sens quand on a une ambition, quand on a c'est quoi une 9 volonté. côtés? 9 côtés, j'aurais pu dire 12 ou 80. Non, Japon. C'est 9 côtés, Yves, c'est comme ça. Voilà, les 9 côtés d'Amina Nsenga à retenir. Mais que voilà, quand on a la volonté, on peut développer. Je n'avais rien, j'ai eu 17 ans, j'avais pas mon bac, j'avais mon premier fils. Il fallait aller travailler, il fallait faire des intérims. Je suis autodidacte, j'ai appris. Après mon 3e enfant, j'ai passé mon bac, mon CESS, et puis j'ai eu mon secrétariat médical. Puis j'ai eu... Mais quel parcours! Ça n'arrête pas! Oui, mais j'ai voulu montrer à mes enfants que c'était possible. J'ai eu ma gestion en me disant peut-être que je serai un jour entrepreneur. Et je vis en Flandre, j'ai appris le néerlandais à travers mes enfants. Cette année, j'ai fait les élections européennes aux côtés de Chris Peters. Donc c'est pour vous dire qu'on peut être petit, mais on peut devenir grand selon la volonté et la force de son ambition. On peut avoir la volonté de faire beaucoup de choses, mais il faut avoir la force de tomber et de se relever. Et c'est ce que j'ai fait pendant de longues années. Je suis tombée, je me suis relevée. Aujourd'hui, je donne la main aux femmes qui sont tombées et avec les contacts que je peux avoir, je les dirige pour qu'elles soient avec des femmes plus fortes que moi, qui ont plus d'expérience que moi, mais qui pourront les tirer aussi bien qu'elles m'ont tiré. Alors, voilà. Je voulais vous demander, et merci pour ton témoignage, je vais relire un passage de mon texte. Malheureusement, vous n'avez pas pu le suivre. Si vous entendez le mot la détresse, la folie, le manque d'amour, le manque d'écoute, qui est également une gangrène que nous devons combattre au même titre que cette douleur visible et dévastatrice que de manquer d'un toit, de nourriture, car cette détresse nous dépasse. On a souvent tendance à ne pas vouloir la voir, et pourtant elle existe, et c'est un fléau qui touche toutes les sphères de notre société. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aimerais vraiment savoir, chacune, de nous donner votre avis par rapport à cette gangrène qui nous martèle, parce que tu nous as élucidé, tu nous as évoqué plein de choses, et je trouve ça merveilleux. Mais il y a des moments où ça devient dur, il y a des moments où tu as dû pleurer, il y a des moments où les gens t'ont peut-être dit « t'es pas faite pour ça ». Il y a des moments où tu n'as pas eu de soutien, et je voudrais vraiment que les auditeurs puissent comprendre, et les auditrices, que c'est pas un passage obligé, mais si tu y passes, tu dois te relever, mais en ayant de l'aide et en disant des mots. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis par rapport à ça. Par rapport à ça, je dirais que il faut savoir demander de l'aide, ça c'est vrai, il faut savoir. Il faut parfois oublier sa fierté, il faut parfois savoir dire que oui, là je suis vaincue, j'ai besoin d'aide, aidez-moi à me relever et avancer. Donc c'est vrai, tout ce que tu viens de représenter représente la femme isolée pour moi, parce que c'est tout ça, on passe par là. Oui, j'ai pleuré, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Mais c'est pas grave. Non, mais j'ai pleuré de toutes ces situations en me disant aux yeux des autres, j'allais pas à des mariages parce que j'étais pas accompagnée, j'avais pas de mari. Pourquoi elle a 4 enfants, 4 papas, elle est comme ci, elle est comme ça. Et j'ai dû me battre en fait contre tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais je suis quelqu'un, je suis capable de faire ça. Je suis capable d'élever 4 enfants toute seule, donc je suis quelqu'un. Et à partir de là, j'ai ouvert plein de portes partout. J'ai fait des élections, je fais la promotion des femmes qui sont devenues fortes. J'ai des femmes au Congo qui, pour des petites choses que j'ai pu faire, sont vraiment contentes. En fait, moi, ma force, c'est les contacts et le partenariat de complémentarité. Et à travers ces contacts, je les pose en Afrique. Je travaille avec Francis oh mon Dieu.
qui est à côté avec Francis. Il est partout. qui est aussi un partenaire en PJ. Donc, Henri Ileka, qui est un motivateur finalement, et qui, par ce contact qu'on a, est parti au Congo avec mes mamans, et il les motive. J'ai d'autres partenaires qui sont venus sur place et finalement qui font le travail que moi je ne peux pas faire, mais finalement qui ouvrent la porte à ces femmes pour pouvoir se développer. Et toi, Francis, dis-moi. Ouais, je fais tout. Je t'ai dit tantôt que j'ai craqué aussi déjà une fois, hein, donc je suis passé par des difficultés, beaucoup de difficultés. Donc quand on me voit avec l'ASBL que je développe, et la dernière difficulté c'est le manque de subsides, pourtant je suis très actif, c'est le fait que elle a évoqué, je ne sais pas si Yves aussi, d'ailleurs on en a parlé, il faut savoir que j'ai 5 spécialités. C'est-à-dire que mais chaque fois, à chaque étape, c'était un combat. C'est-à-dire que à toutes mes spécialités, je me bats contre des forces, et donc je peux comprendre ceux qui viennent avec des difficultés aussi. Donc je prends un bête exemple, hein. J'obtiens mon dernier diplôme de 5e, spécialité en médecine du travail, en 2014. Bien, grande distinction, génial. Puis, dans ce pays, quand on obtient un diplôme de spécialiste, on doit avoir un agrément ministériel pour exercer. Je n'ai pas d'agrément depuis 2014. Et je suis avec grande distinction. Je suis recruté comme chargé de cours, assistant chargé de cours, où je forme d'autres personnes qui finissent, qui obtiennent de l'agrément, je suis là. Donc on prend ce qu'ils ont, Donc, prend ce qu'on a à apprendre et on laisse sur le tapis pour que les gens n'évoluent pas. À un moment, vous vivez tout ça et vous dites, quand je vois une infirmière, comme je disais tantôt, point, une virgule pour son mémoire, après 4 années d'études, on la recale, je dis, attends, la patience. Mais quelque chose qui manque, et comme Yves le disait, ces associations où on pourrait aller et dire, écoutez, ça c'est pas juste. Justement. Parce que on le vit, on le dit chaque fois, mais à un moment, on l'écoute. Ici, on l'écoute. J'ai déjà parlé, j'en ai parlé à un avocat qui m'a dit, mais c'est quoi ce truc? À un moment, il faut des choses qui peuvent faire bouger. Il nous faut un capital social en immigration. J'allais justement et que ça s'arrête. Parce que si je pars avec mon cas, voir un avocat, il peut le débloquer. Mais combien sont comme moi? Ils ne disent rien. Énormément. Ou alors vraiment un avocat, et celui qui n'aura pas moyen de voir un avocat, qu'est-ce qu'il deviendra? Un vrai avocat, pas celui qui va vous faire, excusez-moi le terme, mais cracher de l'argent. Tu te rends compte? Donc, non, mais c'est pour clair. te dire, et là, je suis là avec le sourire, je fais des dépistages, les gens viennent, parfois ils viennent au dépistage, c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Et comment vous faites? On se dit, il faut être actif dans la société, il faut être bien, mais on vit des choses, on a vécu des choses, et on le vit encore. Bien sûr. Je confirme. Oui, dis-moi, par rapport à ton expérience. Alors, mon expérience, il faut quand même que j'en parle. En anglais, on dit mon background. Je viens quand même d'un background de réfugié. J'ai demandé l'asile en Angleterre et c'est l'histoire de beaucoup de personnes qui sont arrivées depuis les années 90. Et ce que le gouvernement, par exemple, de Tony Blair et de Gordon Brown ont fait, c'était de construire des communautés. Je suis le produit de ces organisations-là. Et c'est pour ça que je comprends que qu'on le veuille ou non, en Europe, il faut avoir des parrains. Il faut connaître des gens. Il faut connaître des gens. On ne peut ne pas. Et nous avons une culture où on dit, oh, moi, je ne veux pas aller ici, je ne veux pas. Non. Unfortunately, il faut aller. Il faut connaître quelqu'un. Je me rappelle que je devais être expulsée. On vient me prendre à 7 heures, ma fille a 2 ans. On nous met dans le car, on dit qu'elle est britannique, elle est British born. On la met pas derrière, on me met derrière et on la porte, elle. Bref, on nous prend, on nous amène dans le premier poste de police. Et ce que j'ai comme chance, c'est que j'avais eu une prof qui m'a dit, tu peux aller faire les droits de l'homme, tu peux aller faire ceci. Et le jour venu, quand le monsieur m'appelle abscondant, je lui dis non, je m'appelle Nadine Essombe, mon nom Agen est un nom de mariage, mon mari s'appelle Agen. Je m'appelle Nadine Essombe, j'habite 10 Egosoro Street, je ne suis pas abscondant. Mais comment je le sais? C'est parce que je suis allée à l'école, j'ai appris les droits de l'homme et on dit que l'abscondant c'est quelqu'un qu'on ne peut pas retrouver, bref. Alors, j'ai appelé mon pasteur, il faut appartenir à une communauté de foi. C'est important. Géographiquement, il faut connaître son député, il faut connaître son conseiller municipal. Il faut même être dans la politique géographique de là où on habite, de son quartier. Un intérêt. Il faut connaître, il faut avoir un intérêt. Il faut développer un intérêt. Et dans sa communauté d'identité, il faut appartenir. Parce que quand on est vraiment coincé, on peut appeler son frère et il va nous loger.
Bah écoutez, chers auditeurs. Oui, je pense que il nous reste plus beaucoup de temps. Nadine a dit beaucoup de choses, mais je ne pense pas que les gens doivent s'intégrer au sens que ça se dit ici. Les gens ne doivent pas s'intégrer, les gens doivent s'adapter et construire leur chemin. L'intégration, c'est une autre forme d'asservissement des gens. Donc ça, nous allons le combattre jusqu'à notre mort. Donc il faut s'adapter par rapport à la situation dans le contexte, comme vous l'avez dit. Vous avez été suivre des cours, vous avez fait des liens dans le quartier, dans le parti, et voilà, donc grâce... Excusez-moi de vous dire quelque chose. Oui. On ne s'intègre pas, mais on rajoute dans ce qu'on est. L'Africain ne connaît pas son identité. Si nous connaissons qui nous sommes, quand on arrive en Europe, très rapidement, on découvre ce que nous n'avons pas. Peut-être qu'il nous faut un petit mot. Non, je vous comprends maintenant, mais pas s'intégrer. Parce que ici à Soulawa Palau, notre rédaction, elle est afrocentrée, progressiste. Donc, nous, intégration, on balaye. Donc, les gens ne doivent pas s'intégrer. Vous avez des qualités, vous êtes arrivé ici, ces qualités vous ont permis d'aller de l'avant. Vous n'étiez pas zéro, que ce soit la collègue ici. Donc, vous êtes porteur de quelque chose, porteuse de quelque chose. Et c'est ça qui vous a permis de vous orienter. Si je suis syndicaliste et que demain je me rends en Australie, la première chose, je vais aller visiter le syndicat du pays. C'est ce que je répète aux gens. Si je suis pasteur, je vais aller visiter une église. C'est pour ça que je vous disais que l'immigration ne vous donne pas un objectif. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas lorsque vous arrivez à l'immigration ne peut pas donner l'objectif, mais c'est aux gens de donner l'objectif. Et à travers le travail que vous faites, les organisations, c'est de dire aux gens, vous avez des objectifs, il faut les creuser, il faut les gratter et aller de l'avant. Donc, si on ne le prend pas comme ça, c'est comme si les gens tombaient ici et qu'ils n'ont rien, le vent les amène. Non, ça, nous allons rentrer dans un autre discours que je ne vais pas développer ici. Donc, ce qui est important, vous avez fait du bon boulot, du bon chemin, mais il faudrait ramener ça à un certain niveau, comme je disais que Prévente SBL doit devenir une espèce de mammouth, y compris vos structures dedans, pour que demain, si on dit à quelqu'un qui manque point virgule, la langue de Voltaire, qui n'est pas notre langue, mais qu'on essaie de pratiquer quand même un peu, et qu'on te cale pour ne pas réussir un examen, où toute l'année, tu as vraiment, tu t'es bataillé, tu as fait les stages, je pense qu'à un moment donné, il faut dire non à ça. Il faudrait également aussi dire aux mamans que lorsqu'elles vont travailler quelque part, de ne pas se laisser écraser. C'est très important. Donc je remets la parole à... Malheureusement, je vais devoir couper le débat. Et de toute façon, c'est une première partie. Ne vous inquiétez pas, très chers auditeurs et auditrices. Nous aurons une deuxième partie parce que c'est un débat important. Et je voudrais juste redire quelques mots. Un grand merci à toutes nos belles associations qui traversent les frontières. Merci à nos médecins, merci à nos infirmiers, merci aux bénévoles qui font un travail merveilleux. Et je vous le dis, je vous le répète, posez-vous la question si vous allez bien. Et je termine sur ces mots-là. Et je remercie toute l'Assemblée d'être venue pour nous parler des mots dans notre communauté. Et on refera un bis, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je laisse l'antenne à Fontaine pour qu'il termine tout ça. Merci. Voilà, chers auditeurs, merci à vous. Merci.